Toute la journée, le gérant de cette supérette et ses clients se sont repassés la vidéo en boucle. C'est dans 2 secondes. La secousse a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Une secousse furtive, mais pour eux, une belle frayeur. J'étais dans la réserve. J'avais un collègue qui était de l'autre côté et sur le coup je me dis mais qu'est-ce que tu fais? Je pensais qu'il avait fait tomber une étagère. Mais en fait je me suis aperçu que c'était beaucoup plus important que ça. Vous l'avez senti vous madame? Ah oui, ça m'a sorti de mon lit. L'épicentre du séisme se situe au sud de La Rochelle. La secousse d'une magnitude de 5,2 sur l'échelle de Richter a été ressentie dans toute la région. Dans la maison de cette retraitée, elle a laissé quelques traces. Au moment du séisme, le plafond s'est fêlé. Il y a une importante fissure qui s'est produite. Quelques kilomètres plus loin, chez cette habitante aussi, quelques dégâts. C'était comme ceci. J'ai vu donc le cadre par terre, cassé obligatoirement. Les bibelots qui se trouvaient donc sur le piano, cassés aussi. Et donc, voilà la seule chose que j'ai pu récupérer. Pas de blessés ni de dégâts importants, juste de quoi alimenter les conversations entre voisins. La dernière secousse comparable dans la région remontait à 1973. C'était son dernier jour pour nous souhaiter la bonne année. Depuis une semaine, les séismes sous le sommet se sont multipliés jusqu'à 2 km de profondeur, une montée en crescendo inévitable. Hier soir, à 19h40, la fournaise s'est enfin réveillée. 2017 commence majestueusement. La première éruption de l'année se situe sur le flanc sud-sud-est du côte terminal, dans le secteur du Château Fort, et visible depuis le piton de Berre. 2 cônes éruptifs et toujours ce même spectacle dont on ne se lasse pas. Hier soir, le fleuve de lave Vermillon a déjà commencé à tracer sa route. Le vieux géant est sorti de son sommeil. Comme à chaque éruption, les agents de l'ONF sont à pied d'œuvre. Ils balisent le site et préviennent du danger. À l'observatoire volcanologique, le téléphone n'arrête pas depuis ce matin. L'éruption était prévisible vu les signes précurseurs apparus ces derniers mois. Des gonflements, de la sismicité, du dégazage qui montrent qu'on a quand même une certaine quantité de magma qui est venue se stocker dans le réservoir superficiel et que ce magma va devoir sortir un jour et que si cette éruption est amenée à se stopper très rapidement, on pourra s'attendre à avoir une activité 2007 assez importante. Les scientifiques sont rentrés du terrain. L'heure est aux premières constatations, aux premières mesures. On a une activité relativement faible, un débit de lave pas très important, mais qui a quand même produit une coulée qui, au cours de la nuit, s'est séparée en 2 bras, un bras de 600 mètres et 700 mètres, c'est pas énorme. Et puis, on a commencé de former un cône volcanique qui fait une dizaine de mètres de haut. Et puis, on pouvait observer ce matin, lors du survol qu'on a effectué avec la section aérienne de la gendarmerie, des fontaines de lave d'une 15-20 mètres de haut au-dessus du cône. Le volcan a tremblé sans interruption pendant 1h30 hier soir. Et puis vers 21h30, heure de la Guadeloupe, 2h du matin pour nous, il y a eu une explosion très violente. Cette déflagration a été suivie d'une secousse ressentie jusqu'à Pointe-à-Pitre, située pourtant à 40 km de la Soufrière. On pense que c'est une partie du bouchon de magma qui a sauté, mais aucune observation directe n'a encore pu être effectuée. Et les techniciens de l'Institut de physique du globe, 7 hommes qui se trouvaient encore dans un blocos sur les pentes même du volcan, ont dû être évacués précipitamment. On ne sait donc pas encore si le pire est passé ou si au contraire l'explosion d'hier soir n'était que le signe avant-coureur de l'éruption finale. Une éruption qui pourrait alors être accompagnée de ce que l'on appelle la nuée ardente, un nuage de cendres et de poussière brûlante qui consommerait tout sur son passage. Les rues de Biot envahies par la boue. Et le moment pour les habitants de constater réellement les dégâts. Dans ce pavillon, le garage est encore totalement inondé. Les riverains de ce lotissement évoquent tous une nuit cauchemardesque.
les hélicoptères pour évacuer les voisins. Certains ont vraiment tout perdu leur maison. Moi j'ai la chance d'avoir un étage, on va pouvoir essayer de monter à l'étage. On a tout perdu dans la maison. Ça s'est tellement vite passé qu'on n'a pas vu quoi que ce soit venir. On s'est réfugié aux étages pour ne pas être emporté par l'eau. On a tout perdu, mais on a la vie, c'est le plus principal. Il n'y a pas eu de mort dans le lotissement, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de maisons à étage. Donc les gens ont pu se mettre à l'étage. Ici à Valoris, cette zone industrielle a été totalement dévastée. Les habitants, à proximité, eux aussi, ont été surpris par la montée fulgurante des eaux. Et dans le fleuve qu'il y avait ici, j'ai essayé de m'approcher des personnes. Il y avait un enfant de 10-12 ans que j'ai réussi à le prendre dans mes bras, l'amener à l'abri. Je suis retourné essayer de reprendre les autres personnes, mais le courant était vraiment trop fort. C'est les pompiers, une heure après, qui ont réussi à aller, avec un gros camion, à aller les chercher. Les secours ont été débordés par l'intensité des intempéries. Des reconnaissances ont toujours lieu ce matin, ici à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes. Bon, à 2h du matin, je suis descendue une fois que l'orage s'est arrêté pour voir un petit peu mes voisins. Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Parce qu'évidemment, j'avais fermé mes volets électriques, donc il n'y avait plus de lumière. Il y avait une très forte odeur d'essence. Par chance, je suis au 2e étage. Mais voilà quoi, donc ça a été une nuit assez difficile quand même.